Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique juridique. Collection dirigée par Gérard Marcoux. Le droit n'est pas seulement un savoir, il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de société. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notamment. Parce que le domaine du droit s'étend sans cesse et rend de plus en plus souvent nécessaire le recours au savoir juridique spécialisé, même dans des matières où il n'avait jadis qu'une importance secondaire, les ouvrages juridiques à caractère professionnel ou pédagogique dominent l'édition, et ils tendent à réduire la recherche en droit à sa seule dimension positive. À l'inverse de cette tendance, la collection Logique juridique des éditions L'Harmattan est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle se fixe avant tout pour but de contribuer à la publication et à la diffusion des recherches en droit, ainsi qu'au dialogue scientifique sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. Dernière parution. Caroline Leclerc, le renouvellement de l'Office du juge administratif français 2015. Franck LUDWICZAK, les procédures alternatives aux poursuites, une autre justice pénale, 2015. Jean-Pierre FOFE accent aigu des JOFIA Maléwa, l'administration de la preuve devant la Cour pénale internationale. Règles procédurales et méthodologiques, 2015. Elena Alina Oprea, droit de l'Union européenne et loi de police, 2015. Daniel Lévy, les abus de l'arbitrage commercial international, 2015. Maurice Barrault, l'État. Entre faits et droits, 2015. Panagiota PERRAKI, la protection de la vie personnelle du salarié en droit comparé et européen. Étude comparative des droits français, helléniques, britanniques et européens 2015. Atemrad, la gouvernance, entre le citoyen et le politique, 2015. PREFACE. Il nous est agréable de préfacer la thèse de mademoiselle Sabrine Maya Bouyaya, intitulée « La proximité en droit international privé de la famille français et tunisien. Actualité et perspective, étude de conflit de loi ». Cette thèse préparée dans le cadre d'une cotutelle de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis avec l'Université de Paris II, Panthéon-Assas sous la co-direction de Madame le professeur Marie Gore, professeure à l'Université de Paris II, Panthéon-Assas est dû sous-signer de cette préface. Elle porte sur un sujet bien difficile et bien délimité. La proximité en droit international privé de la famille sous l'angle des conflits de loi, dans une approche comparative des droits français et tunisiens, et de manière qui dépasse l'étude de ce qui est, pour envisager ce qui devrait être envisagé des perspectives futures. Le choix du sujet pourrait légitimement porter à discussion, car le droit tunisien est un droit a priori hostile et imperméable au principe de proximité, principe reposant sur une démarche in concreto, et le droit français ne consacre que de manière très limitée ce principe dans les règles de conflit en matière familiale, règles essentiellement fondées sur l'abstraction aussi. Il était à craindre que l'étude comparative ne débouche sur un constat de défaillance. Mademoiselle Bouyaya a eu raison d'insister sur ce sujet, car elle a pu à notre avis surmonter cette difficulté originelle, en retenant une définition large de la proximité, différente de ce que les internationalistes dénomment habituellement comme le principe de proximité, en ce sens qu'elle intègre l'idée de la proximité abstraite consacrée dans la règle de conflit à travers des éléments de rattachement abstraits et prédéterminés, mais ayant pour objectif d'aboutir à la désignation de la loi en entretenant les liens les plus étroits. Cette approche lui a permis de consacrer une première partie intéressante, intitulée « La proximité inspirant la règle de conflit », à l'étude de manière approfondie des principaux critères de rattachement consacrés en matière familiale en droit tunisien, nationalité et domicile, et en droit français, notamment le critère de la résidence habituelle. Elle a démontré que ces rattachements matérialisent en fonction du système dans lequel ils sont intégrés tant un rattachement de proximité que de souveraineté. Les règles de conflit, saviniennes dans les deux systèmes,
cherchent en utilisant des critères différents à réaliser la proximité. Les deux systèmes ont même affiné ces règles, dans le but de les adapter à la spécificité des relations juridiques. L'auteur estime que la proximité est présente dans chaque règle de conflit avec des degrés plus ou moins différents. Cela l'a amené à consacrer sa seconde partie à la proximité corrigeant la règle de conflit, car cette proximité abstraitement recherchée peut ne pas se réaliser de manière concrète lorsqu'on applique la règle de conflit au cas d'espèce. Toutes les prévisions préconçues peuvent être détrompées. Ce qui justifie l'intervention de la proximité comme correctif au rattachement par le biais de ce que les internationalistes dénomment la clause d'exception, qui permet de corriger le résultat conflictuel d'une règle de conflit qui a désigné une loi dont les attaches avec la relation de droit sont très faibles. L'auteur mène sur ce point une critique soutenue des systèmes tunisiens et français, hostiles aux clauses d'exception en matière familiale. Elle a argué que la clause d'exception n'allait pas nécessairement à l'encontre de la sécurité juridique des relations familiales présentant un élément d'extranéité, ni à l'encontre de la prévisibilité juridique. Elle soutient qu'accorder un tel pouvoir de correction aux juges n'amènera pas nécessairement au gouvernement des juges, mais à condition que la clause d'exception soit bien encadrée et soit limitée à l'hypothèse où la règle de conflit désigne un droit qui n'entretient que des liens très faibles avec la relation de droit, et n'aura pour effet que de lui substituer la loi qui présente les liens les plus étroits. Outre l'intervention de la proximité dans la correction du résultat conflictuel de la règle de conflit, Melbouyaya envisage aussi l'intervention de la proximité dans le cadre du mécanisme corrigeant le résultat matériel de la règle de conflit lorsqu'elle désigne un droit étranger dont les dispositions sont contraires à l'ordre public. Et c'est là que la thèse critique à la fois les systèmes français et tunisiens, qu'elle considère comme excessifs, contradictoirement excessifs. Par sa consécration de l'ordre public de proximité de manière généralisée, le droit français est critiqué pour son indifférence à l'atteinte aux valeurs fondamentales du moment qu'elle ne touche que les autres. En revanche, en rejetant de manière absolue l'ordre public de proximité, le législateur tunisien paraît excessivement intransigeant, rigide et intolérant. L'auteur propose une solution médiane qui se fonde sur une hiérarchisation des valeurs à protéger. Seules les valeurs vraiment universelles, les droits fondamentaux, échapperont à la condition de la proximité. Pour les valeurs fondamentales spécifiques au fort, elles ne seront mises en œuvre que sous condition de proximité. En définitive, nous estimons que l'auteur soutient dans ce travail une véritable thèse. Elle défend souvent des positions qui lui sont propres et qui peuvent être discutées et contredites, mais qui ont le mérite à notre sens d'inciter à la réflexion et de voir le rôle de la proximité sous un autre angle que celui qui est classiquement retenu. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec les conclusions de l'auteur, mais nous avons apprécié son courage intellectuel et l'argumentation qu'elle a menée. Nous avons en particulier apprécié qu'elle ne se limite pas aux positions classiques soutenues par la doctrine française ou tunisienne de droit international privé, mais soutient des positions personnelles, essaye d'argumenter et arrive souvent à convaincre. Cette thèse a aussi le mérite de reposer sur un appareil bibliographique fourni, en droit français et tunisien, et d'être rédigée dans un style souvent élégant et précis. Elle a été appréciée à sa juste valeur par le jury qui n'a pas tari d'éloges. Nous sommes certains qu'elle recevra l'accueil qu'elle mérite par les lecteurs. Professeur Lotfi Chedli, doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Professeur Marie Goré, professeur à l'Université Panthéon-Assas, Paris 2. Principal à BREVI à TIONS. Agité. Actualité juridique tunisienne. AFF. Affaires. Agi Femmes. Actualité juridique famille. AL. Alinéa. AR. Article. ASJ, Annales des sciences juridiques. AS. PLE accent aigu N. Assemblée plénière. OUL. Bulletin. CDIP. Code de droit international privé tunisien. CE. Communautés européennes. CEDH. Convention européenne des droits de l'homme. CIJ. Cour internationale de justice. CJCE. Cour de justice de la Communauté européenne.
CJUE, Cour de justice de l'Union européenne. CPC, Code de procédure civile français. CPCC, Code de procédure civile et commerciale tunisien. CSP, Code du statut personnel tunisien. CIV, Cour de cassation chambre civile. Confère, conféré. Chron, chronique. Com, arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Com, commentaire. Conc, conclusion. Crime, cassation chambre criminelle. D. Recueil d'allose. DP, d'allose périodique, dans le recueil d'allose, a disparu depuis 1941. Docteur Femme. Droit de la famille. Édition. Edition. Fasc. Fascicule. GAJFDIP. Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé. Gaspal. Gazette du Palais. Ipidem. Au même endroit. Idée. Idem. Infra. Ci-dessous. Hier, information rapide du recueil d'allose. JCP. Semaine juridique. JCL. Jurisclasseur. JDI. Journal du droit international, Clunet. JO. Journal officiel de la République française. JORT. Journal officiel de la République tunisienne. LDIP. Loi de droit international privé suisse. OPS. Observation. OPSIT opère. Citato, dans l'ouvrage cité. Panor. Panorama. Précis. Précité. RCADI. Recueil des cours de l'Académie de droit international. RIDC. Revue internationale de droit comparé. RJL. Revue de la jurisprudence et de la législation. RTD-CIV. Revue trimestrielle de droit civil. RTD-Com. Revue trimestrielle de droit commercial. RAP. Rapport. REC-CIJ. Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de justice. REP.CIV d'allose, répertoire d'allose de droit civil. REP internat d'allose, répertoire de droit international d'allose. REC. Arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation. REF-CRIDI. Revue critique de droit international. REV Suisse Dr Inter. Revue suisse de droit international et européen. S-SOC. Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Somme. Sommaire. Spécial. Spécialement. Supra. Ci-dessus. TGI. Tribunal de grande instance. T. Tom. Trave. Comité. FR. DIP. Travaux du Comité français de droit international privé. V. Verbaux. Vol. Volume. Ouvrage cite sous le seul nom de leur S, auteuresse. Audit B et AVOUT, LD. Droit international privé, 7e accent aigu D, Economica 2013. Martin, E. Principe de droit international privé selon la loi et la jurisprudence française, Doma Montchrétien, 1932, 2 volumes. BATIFFOL, H et Lagarde, P. Droit international privé, 7e accent aigu D, LGDJ 1983. Bureau D et Miroit H. Droit international privé, 2e accent aigu D, T. I et 2, PUF 2010. Chedli L et Gazouani Monsieur. Code de droit international privé annoté, Tunis 2008. HM Monsieur A. Leçon de droit international privé, livre 2. Les conflits de loi, droit applicable à une relation transfrontalière, CPU 1997. Eusvé et Mayer P. Droit international privé, 11e accent aigu D, Montchrétien 2014. Holo D, Foyer, J, et GEOUFFRE de la Pradelle, G2. Droit international privé, Masson, 1987. Loussoirn Y, Bourrel P, et VAREILLESSOMMIERE,
p2. Droit international privé, 10e accent aigu D. Dalloz, 2013. MEZGHANI, A. Commentaire du Code de droit international privé, CPU, 1999. NIBOYET, Monsieur L. et GEOUFFRE de la Pradelle, G2. Droit international privé, 4e accent aigu D. LGDJ 2013. Introduction. 1. 29 ans après le cours de M. Lagarde à l'Académie de droit international de La Haye, sur le principe de proximité dans le droit international privé contemporain, la résolution des litiges internationaux par référence à ce fondement tient toujours une place considérable. Bien qu'entreprendre une nouvelle étude sur le même thème semble a priori surabondant, celle-ci se révèle au contraire toujours d'actualité et justifie que des études récentes s'y intéressent directement ou indirectement. La doctrine n'a cessé de concentrer son attention sur la question, soit de façon spontanée, soit à la suite d'une intervention législative ou jurisprudentielle. En effet, la proximité est inhérente à toute étude de droit international privé, en raison de la particularité de cette branche. Souvent assimilée à un droit de rattachement, le droit international privé tend à relier une relation donnée à un ordre juridique. L'opération nécessite l'existence préalable de liens entre eux. Cependant, une relation privée internationale présente des liens avec au moins deux ordres juridiques différents. La question est donc de savoir à quel ordre devrait être soumis chaque rapport de droit, et par conséquent comment départager les ordres juridiques en conflit. 2. Pour ce faire, Savigny s'est démarqué des doctrines qui le précédaient et qui concevaient aussi bien les conflits de loi que les conflits de juridiction comme étant un conflit de souveraineté. L'auteur s'est tout particulièrement intéressé au conflit de loi, pour lequel il a adopté une approche d'inspiration privatiste tendant à soumettre le rapport de droit aux dispositions internes du pays avec lequel il a des contacts. Puisqu'une relation internationale a des contacts avec plus d'un pays, il faut donc déterminer la loi du pays le plus apte à régir la situation. Il préconisa alors une analyse préalable de la relation juridique afin de déterminer à quel domaine le rapport de droit appartient de par sa nature, et où ce rapport de droit a son siège, pour le soumettre à la loi de ce dernier. Le siège doit être identifié à partir de l'élément le plus caractéristique de la relation de droit. De ce fait, la relation en question sera soumise à l'ordre juridique où se localise son élément déterminant. Ainsi, les grandes lignes du principe du rattachement de la relation de droit à l'ordre législatif qui lui est proche ont été tracées par la méthode de localisation de Savigny. Ce procédé conduit tout au moins en théorie à la localisation de la situation juridique internationale dans l'ordre qui lui est le plus étroitement lié, et induit donc sa soumission à ce dernier. Cependant, cette méthode a montré ses limites sur le plan pratique en raison de la complexité des relations privées, qui ne peuvent reposer sur la seule analyse abstraite des questions de droit, et encore moins sur une détermination du siège du rapport de droit à partir de la nature du rapport auquel il appartient. Concrètement, le résultat de la méthode savignienne s'éloigne parfois du rattachement du rapport juridique à l'ordre qui lui est le plus proche. Pour y remédier, des méthodes différentes, même si elles ont pour base l'approche savignienne, ont été proposées. Les plus importantes proviennent de la doctrine américaine, qui a appelé à soutenir l'application concrète de l'ordre juridique le plus proche de la relation de droit. 3. La méthode de réglementation des litiges présentant un élément d'extranéité, fondé sur le principe de proximité, a par conséquent vu le jour. Elle exige en matière de compétences législatives, le rattachement d'un rapport de droit à l'ordre juridique avec lequel il présente les liens les plus étroits. Elle exprime en matière de compétences juridictionnelles, d'une part le rattachement d'un litige aux tribunaux d'un État avec lequel il présente, sinon le lien le plus étroit, du moins un lien étroit, et d'autre part la subordination de l'efficacité d'une décision à l'étroitesse des liens qui la rattachent à l'autorité qui l'a prise. La philosophie de ce principe est de procéder à une localisation concrète et non abstraite de la relation de droit, qui invite à se débarrasser de tout postulat préétabli. L'identification de la loi applicable ne s'opère plus à partir d'une analyse abstraite remontant à la nature de la situation, mais plutôt à partir d'une analyse concrète des faits de l'espèce.
Cela conduit forcément à ne plus tenir compte uniquement de l'élément prépondérant pour la localisation de la relation, mais de tous ses points de contact avec les différents ordres juridiques mis en cause. La solution dépendra des faits de l'espèce et non pas de critères préétablis, garantissant ainsi l'application de la loi de l'ordre juridique le plus étroitement lié à la question de droit dans tous les cas. 4. Il s'est avéré que ce moyen de réglementation des relations privées internationales présentait des avantages, tant à l'égard des justiciables, qu'à l'égard des différents États concernés par le rapport de droit. Pour les justiciables, la soumission du litige qui les concerne à l'ordre juridique le plus proche est conforme à la fois à leurs attentes légitimes, aux besoins de la commodité judiciaire et à ce qu'ils espèrent de la justice, à savoir un traitement équitable de ce litige. Pour les États concernés, le procédé a l'avantage d'assurer l'harmonie internationale des solutions et de respecter réellement la compétence de l'État, le plus intimement lié à la situation et aux parties. 5. Pourtant, poussé à l'extrême, le principe de proximité n'aura pas uniquement des effets avantageux, mais au contraire ses conséquences seront parfois néfastes tant pour les parties que pour les États. L'appréciation concrète et illimitée des faits d'espèce débouchera sur une imprévisibilité totale des solutions pour les justiciables, ainsi que sur une cacophonie dans les solutions rendues par les différents ordres juridiques. Respecter à la lettre ce principe, en garantissant pour toute relation de droit l'application de l'ordre juridique qui lui est le plus proche, revient à se livrer à un raisonnement casuistique sans limite, anéantissant toute tentative de réglementation préétablie des relations privées internationales. Pareille méthode se concilie très mal avec la prévisibilité ou même l'uniformisation des solutions, puisque même si les situations se ressemblent, aucune n'est vraiment identique à une autre. Il serait donc recommandé de renoncer dans certains cas à rechercher à tout prix d'atteindre la perfection, et de se contenter de respecter la proximité sans en faire un principe applicable systématiquement. Il ne faudrait donc pas exiger que soit appliqué dans toutes les hypothèses l'ordre juridique le plus proche. Ainsi perçu, la proximité serait aussi respectée par l'application de l'ordre juridique qui a des liens étroits avec la relation de droit, même si ce dernier n'est pas celui qui lui est le plus proche. Ce procédé est considéré par M.M. Ballarino et Romano comme un avatar du principe de la proximité, qu'il dénomme la proximité suffisante, et qu'il distingue de la plus grande proximité. La plus grande proximité est, selon ces auteurs, fondée sur l'application de l'ordre juridique qui a les liens les plus étroits avec le rapport juridique. Cet ordre juridique est soit abstraitement, soit concrètement identifié. Il serait abstraitement identifié s'il résulte d'une détermination préalable de l'ordre estimé le plus proche en général, par une analyse du rapport de droit. Par contre, il serait concrètement identifié s'il découle d'une évaluation selon chaque cas d'espèce de l'ordre le plus proche. À l'inverse, la proximité suffisante se contente d'un lien étroit avec l'ordre applicable et elle est toujours prédéterminée de manière abstraite. Tant dans la grande proximité abstraite que dans la proximité suffisante, les liens initialement considérés comme étroits peuvent se révéler concrètement ténus. Il y a risque, dans ce cas, de se retrouver face à une situation de faible proximité. Or, d'une part, il est insignifiant de parler d'une proximité faible ou insuffisante, et d'autre part, il est inutile d'œuvrer pour aboutir à la proximité abstraitement, s'il est admis qu'elle soit par la suite faussée concrètement. La réglementation des relations familiales internationales par la localisation du rapport de droit à l'ordre juridique qui lui est le plus proche ne servirait les objectifs qui lui sont attribués que si la proximité concrète est réalisée. Afin de concilier les besoins de la proximité avec ceux de la sécurité juridique et la prévisibilité des solutions, l'objectif privilégié serait de préconiser des règles de conflit préétablies incorporant la plus grande proximité abstraite, et de prévoir exceptionnellement la correction du résultat concret de son application s'il donne compétence à un ordre juridique éloigné de la relation de droit. C'est sur ce type de proximité, assurant concrètement la soumission d'un rapport déterminé à l'ordre juridique des liens les plus étroits sinon exceptionnellement des liens étroits, que portera cette étude. 6. Cela nécessite que l'autorité compétente mais aussi le droit appliqué soient ceux présentant les liens étroits avec la situation. Cependant,
La compétence fondée sur la proximité, bien qu'elle soit également souhaitée dans les règles de compétence juridictionnelle, elle n'est pas aussi recommandée qu'en matière de compétence législative. En effet, contraindre les plaideurs à ne saisir une autorité qu'au cas où elle présente les liens les plus proches avec le litige paraît excessif. Indéniablement, la proximité juridictionnelle est tout aussi motivée par des intérêts privés que par des intérêts étatiques. Les États ont à la fois intérêt à ce que les litiges qui leur sont étroitement liés ne leur échappent pas, mais également à ce que leurs juges rendent une décision aussi irréprochable que possible, ce qui nécessite que le juge compétent puisse facilement accéder aux informations et preuves nécessaires pour mener à bien sa mission. Les parties ont aussi intérêt à ce que leur affaire soit soumise à une autorité qui leur est proche, notamment pour éviter les abus de la part du demandeur. Les deux intérêts se complètent dans la commodité sollicitée aussi bien par le juge que par les parties, à laquelle s'ajoute une part d'exercice de la souveraineté par l'État le plus concerné par la relation. Toutefois, l'identification de l'autorité compétente reposant sur la seule existence de liens très étroits n'est pas non plus sans inconvénient, sans pour autant être efficace. 7. Exiger que la compétence du juge saisi soit fondée sur les liens les plus étroits entre la relation et le juge conduit, simultanément, à limiter la compétence du juge du fort selon les règles de compétence de principe et à l'étendre selon les règles d'attribution exceptionnelle. En pratique, retenir cette solution signifie que le juge ne doit statuer que sur les litiges présentant des liens étroits avec son fort. Or, dès lors que les règles de conflit de juridiction sont des règles unilatérales, il n'appartient pas à un État de régler la compétence juridictionnelle des autres États. Si le juge du fort ne se déclarait pas compétent en raison de l'existence de liens plus étroits avec un État étranger, rien ne garantirait donc que le juge de cet État étranger accepterait sa compétence. Afin d'éviter ces situations, les États élargissent très souvent leurs compétences juridictionnelles et admettent en même temps que des autorités autres que celles des liens étroits se déclarent compétentes. L'extension de la compétence des autorités étatiques et le libéralisme dans la reconnaissance des décisions étrangères connaissent toutefois quelques limites, dont notamment l'empiètement sur la compétence exclusive qu'un État se réserve dans un domaine particulier. Cette méthode élargit considérablement le champ d'intervention des juridictions du fort, sans limiter celle que des autorités étrangères, au risque de soumettre le litige à un ordre qui ne lui est que faiblement rattaché. Pour remédier à ces inconvénients, les systèmes de common law recourent à des mécanismes correcteurs de la compétence juridictionnelle, à savoir le forum non-convenience ou le forum convenience, pour assurer autant que possible la compétence du juge pour lequel les liens sont étroits. Le premier mode de régulation de la compétence directe consiste pour le défendeur à demander le dessaisissement d'un tribunal compétent, s'il s'avère inapproprié pour connaître du litige, tandis qu'un autre pourrait nettement s'avérer l'être. Ce mécanisme limite certes la compétence du juge du fort quand il n'est pas le plus adapté pour trancher le litige, mais il ne garantit pas la compétence du juge le plus approprié. Rien n'empêche le demandeur de saisir encore une autre autorité inadéquate. Le second mode de régulation de la compétence du juge du fort par le forum convenience suppose quant à lui que les autorités du fort se saisissent d'un litige pour lequel elles ne sont normalement pas compétentes, lorsque le demandeur démontre qu'aucun État étranger n'est mieux approprié que l'État du fort pour trancher le litige. Ce chef de compétence extraordinaire tend par une multitude de facteurs à élargir la compétence du juge du fort afin d'éviter des situations injustes. Aucune de ces deux exceptions ne permet dans tous les cas de garantir la compétence du juge des liens étroits. Par conséquent, il serait préférable d'étendre normalement le champ de compétence du juge du fort pour les situations litigieuses qui lui sont raisonnablement rattachées, tout en posant des réserves contre les éventuels abus et fraudes. Ne pas exiger la proximité au stade de la compétence juridictionnelle ne veut pas pour autant dire que cet objectif sera écarté définitivement. En effet, la proximité sert à rattacher une relation donnée à l'ordre juridique qui lui est le plus proche, afin de la régir selon les règles adéquates en lui attribuant la solution matérielle prévue par l'ordre juridique des liens les plus étroits. De ce fait, même si par ordre juridique, il faut comprendre aussi bien l'ordre judiciaire que l'ordre législatif,
Dans le cadre de la recherche de la proximité, rien ne sert de rattacher une relation de droit à la compétence du juge qui lui est le plus proche sans s'assurer d'abord que ce juge appliquera effectivement la loi la plus proche. À l'inverse, dans l'hypothèse où le juge compétent n'est pas celui le plus proche de la situation, l'application par ce dernier de la loi des liens les plus étroits satisferait en définitive les exigences de la proximité. Voilà bien la raison pour laquelle, dans la conception savinienne, la place la plus importante dans la réglementation des litiges internationaux était accordée au conflit de loi et non pas au conflit de juridiction, puisque seule la solution matérielle donnée par l'ordre juridique le plus étroit importe, nonobstant l'autorité qui l'a prononcée. Bien que la proximité ne soit pas toujours évaluée de la même manière d'un système à l'autre, ces divergences concrètes ne peuvent esquiver cet objectif. Au vu de ce qui précède, cette étude ne s'intéressera qu'à la proximité en rapport avec la compétence législative. Les éventuelles références à la compétence juridictionnelle serviront principalement d'illustration, à l'exception des cas où elles s'imposeront par leur rapport concret à certains développements, ou bien par l'influence manifeste qu'elles exercent sur certaines règles de conflit de loi. 8. Étudier les manifestations de la proximité dans tout le droit international privé semble une tâche lourde et risque d'être peu fructueuse dans le cadre d'une étude comparative. Le choix ne portera donc que sur le droit international privé de la famille, et plus précisément sur le droit familial extra-patrimonial. L'idée d'accorder une attention toute particulière à cette discipline tient à sa grande sensibilité face aux diverses considérations socio-culturelles, voire aux aspects religieux qui peuvent influencer les États dans la réglementation de leurs droits de la famille interne, et qui va donc s'étendre au niveau international. Différentes considérations entrent en jeu dans cette matière bien particulière, au point d'en faire un domaine qui apparaît à première vue comme peu sensible à la notion de proximité. Pourtant, en ce qui concerne les conflits de loi, le rattachement de proximité de la relation familiale s'avère tout aussi primordial que pour les autres branches du droit, nonobstant les clivages qui existent entre les systèmes juridiques. L'application d'un rattachement de proximité dans cette matière mettant en cause des parties qui ignorent très souvent les méthodes de droit international privé, a pour avantage de réduire considérablement les inconvénients de la méconnaissance des règles de conflit de loi, et de ce fait les risques d'imprévisibilité des résultats pour les plaideurs. La méthode de la résolution des relations familiales internationales fondée sur la proximité aide aussi à rapprocher les solutions entre États, en dépit des divergences entre les ordres juridiques internes concernés, favorisant par conséquent la circulation des décisions. C'est la raison pour laquelle le choix portera sur deux systèmes de droit international privé de la famille relativement différents, le système français et le système tunisien. Les spécificités et l'originalité de chaque système par rapport à l'autre prouvent la nécessité et la richesse d'une telle étude comparative. 9. Tout d'abord, la différence porte sur la nature du droit interne de la famille français et tunisien. Alors qu'en France, ce droit reflète l'aspiration laïque du système français, le droit de la famille tunisien reste sous l'influence de la tradition arabo-musulmane par bien des aspects. Inspiré de la religion musulmane pour une grande partie de ses dispositions, le droit de la famille en Tunisie est très attaché à la référence constante aux sources coraniques dans l'exégèse officielle ou officieuse des nouveaux textes, tout en s'inscrivant dans une lecture nouvelle évolutive, rompant souvent avec les règles traditionnelles du droit musulman. Or, les orientations internes de la réglementation du droit de la famille ont des répercussions sur les règles de droit international privé. 10. Ensuite, même si les législateurs français et tunisiens se sont orientés vers une réglementation du droit international privé de la famille, le processus s'est fait différemment. En droit français, la réglementation a été introduite ponctuellement, soit à la suite de réformes internes, soit à travers l'entrée en vigueur d'une convention internationale ou bien d'un règlement européen, au point que des règles autres que jurisprudentielles ont envahi presque tous les domaines du droit international privé de la famille français. Le législateur tunisien a quant à lui décidé depuis 1956 de s'emparer des relations familiales internationales. Son travail a été couronné en 1998 par la promulgation d'un code de droit international privé, qui, lui, consacre tout un chapitre au droit de la famille. Par conséquent,
si les règles relatives au droit international privé de la famille sont pour l'essentiel regroupées dans un même instrument d'origine interne en droit tunisien, elles ont des origines diverses dans le système français. 11. Enfin, la nature et la composition sociale de chacun de ces deux systèmes diffèrent. La France est un pays d'immigration qui accueille sans cesse des étrangers venus de part et d'autre du monde, alors que la Tunisie est un pays d'émigration dont le nombre d'étrangers bien établis sur son territoire reste très réduit. Cela est d'une grande influence sur la réglementation des relations familiales internationales. 12. Ces trois caractéristiques divergentes ne vont pourtant pas à l'encontre d'une étude comparative des deux systèmes. Au contraire, afin de justifier l'utilité de la proximité en droit international privé de la famille, il est primordial de démontrer qu'elle n'est pas exclusive à un système de droit bien déterminé, mais qu'elle s'étend bien à tous les systèmes quelle que soit sa spécificité. Il paraît également essentiel de démontrer que les règles de conflit abstraitement préétablies prenant leur origine dans un texte, quel qu'il soit, ne s'opposent pas à une recherche du rattachement de la relation de droit à l'ordre juridique avec lequel elle entretient des liens très étroits en amont, et que cet objectif est, au stade de l'élaboration de la règle de conflit, différemment réalisable d'un système à l'autre. Enfin, il est nécessaire de démontrer que toutes les prévisions abstraites nécessitent d'être complétées, voire corrigées concrètement au cas où elles dévieraient de la réalité de la situation juridique. Ce travail en aval reposant sur une évaluation concrète du résultat des règles préétablies, ne peut être confié qu'au juge, seul garant de la bonne application de la règle de droit. Toutefois, les deux systèmes étudiés appréhendent l'éventuelle évaluation par le juge de la proximité de la loi désignée par la règle de conflit prédéterminée en matière familiale. 13. La question est alors de savoir quelle place doit occuper la proximité en droit international privé de la famille français et tunisien, au vu des recommandations actuelles des deux systèmes. Pour cela, il faut étudier l'articulation des besoins de la proximité avec les règles préétablies dans deux systèmes d'apparence opposée. Il faut s'intéresser à la fois à la place de la proximité dans les règles de conflit de loi française et tunisienne actuelles, ainsi qu'aux éventuelles améliorations qui devraient leur être apportées. La première partie de cette étude sera focalisée sur la place qu'occupe actuellement la proximité dans le droit international privé de la famille français et tunisien. Elle portera sur la proximité inspirant les règles de conflit de loi. La seconde partie s'attachera essentiellement à proposer des méthodes de correction du résultat de la règle de conflit, compatibles avec les exigences des relations familiales dans les deux systèmes. Première partie, la proximité inspirant la règle de conflit de loi. Seconde partie, la proximité corrigeant la règle de conflit de loi. Première partie, la PROXIMITE inspirant la règle de conflit de loi. 14. Tout système, même le mieux conçu, n'est qu'un instrument utile au moment où il apparaît, mais précaire et caduque parce qu'il est simple et stable en face de la vie complexe et changeante, écrivait Eugène Gaudemet. Il n'en reste pas moins que si la perfection est difficilement réalisable, tenter de s'en approcher n'est pas impossible. En droit international privé, cet objectif n'est atteint que par le rattachement de la relation de droit à l'ordre le plus approprié. Cet ordre peut signifier l'ordre le plus proche, l'ordre choisi par les parties, ou encore l'ordre apte à réaliser un résultat donné, et parfois l'ordre ayant une emprise sur le rapport de droit. Dans toutes les situations, il s'agit d'une localisation de la relation juridique. Une localisation que Savigny préconisait par la méthode de la recherche du siège du rapport de droit, après une analyse de sa nature. Démarche qui écarte de l'identification du critère de rattachement toute justification du règlement de la relation privée internationale, par des motifs autres que les liens existants entre l'ordre compétent et la situation juridique. Celle-ci se trouve par conséquent dépourvue de toute autre considération que la localisation spatiale du rapport de droit, au stade de l'élaboration de la règle de conflit. Cela aboutit à la justice de droit international privé, en soumettant la relation à l'ordre dans lequel elle s'intègre. L'ordre juridique d'intégration correspond dans l'absolu à l'ordre juridique, dont les liens sont les plus proches de la relation. De là apparaît la coïncidence entre les liens qualificatifs du rapport de droit et l'ordre juridique.
C'est donc bien la proximité qualitative que dégageait Savigny. Cette proximité repose sur une présomption irréfragable, établie après une analyse abstraite du rapport de droit. La rigidité de la présomption apparaît actuellement critiquable. En effet, l'application de cette méthode ne conduit pas forcément au rattachement de la relation de droit à l'ordre qui lui est le plus proche concrètement. Cependant, certains auteurs ont constaté que si ce procédé ne rejette pas la recherche de la proximité, il s'en inspire en dépit de ses insuffisances. Voilà pourquoi le rattachement abstraitement identifié devrait en principe refléter la proximité, à moins que des cas particuliers ne s'y opposent. 15. À travers la réglementation des relations privées familiales, les systèmes français et tunisiens ont tenté tant bien que mal d'identifier de façon abstraite l'élément de rattachement prépondérant, qui reflète les liens les plus pertinents en la matière, titre I. Cependant, les insuffisances de la méthode classique ayant inspiré les deux systèmes juridiques ainsi que les dérogations qui lui sont apportées, s'éloignent parfois d'un tel résultat, titre 2. Titre 1. La prise en CONSIDERATION des besoins de la PROXIMITE. 16. L'analyse de la réglementation des relations familiales internationales en France comme en Tunisie montre que parmi les objectifs des règles de conflit adoptées, figure la recherche du rattachement de la relation de droit à l'ordre juridique qui lui est étroitement liée. Cette orientation générale apparaît essentiellement à travers la prise en compte des prescriptions de la proximité dès l'élaboration de la règle de conflit de loi, chapitre 1er. Elle est aussi renforcée par l'adoption de certaines méthodes favorisant la localisation du rapport familial à l'ordre le plus proche, chapitre 2. Chapitre 1er. La prise en CONSIDERATION des besoins de la PROXIMITE lors de l'ELABORATION de la règle de conflit de loi. 17. Faute de résoudre de manière concrète la question de la loi applicable, il semble difficile d'admettre que dans une règle de conflit désignant de manière générale la loi du pays où est censé se trouver le centre de gravité d'un type déterminé de rapport de droit, le principe de proximité puisse trouver une place. Pourtant, nonobstant son caractère prédéterminé, la règle de conflit pourrait s'inspirer de ce principe et tendre à réaliser les objectifs précités. Pour cela, il suffit de prévoir un rattachement qui exprime dans sa généralité de telles attentes, section I, quitte à envisager des atténuations à la généralité de la règle de droit chaque fois qu'il est nécessaire, section I. Section 1, le choix du critère de rattachement. 18. La prise en considération des besoins de la proximité dans un système de droit international privé passe essentiellement par le choix du critère de rattachement. Ce choix est soit prévu au sein d'une règle de conflit de loi préétablie, soit déterminé selon les circonstances. Dans les deux hypothèses, l'objet est la recherche du rattachement du rapport de droit à l'ordre juridique le plus proche. Étant donné que dans la vie internationale, la répartition des individus se fait en fonction de deux éléments, la nationalité et le domicile, il est primordial de déterminer lequel des deux rattachements est le plus approprié afin de réaliser cet objectif. L'importance de la fonction proximiste de l'un et de l'autre des deux rattachements est variable. Certes, la proximité la plus évidente est celle qui s'inscrit dans l'espace, mais il n'en demeure pas moins qu'elle ne lui est pas exclusive. Une proximité affective s'y ajouterait en droit de la famille. Les deux critères, nationalité et domicile ou résidence habituelle, pourraient a priori et selon les cas, concrétiser ou réfuter le rattachement des relations familiales à l'ordre juridique le plus étroit, paragraphe I. Compte tenu de la spécificité du système de droit et selon la nature de la catégorie de droit, paragraphe 2, il est possible de parvenir à la prépondérance de l'un des deux rattachements. Paragraphe 1. La variabilité de l'importance des rattachements en matière de conflit de loi. 19. Dans les systèmes où le droit de la famille est unifié, jusqu'à récemment il était difficile de concevoir des rattachements autres que la nationalité ou le domicile. De ce fait, l'adoption de l'un sous-entendait l'exclusion de l'autre. Désormais, il est plus facilement admis que ces rattachements soient combinés au sein d'une même règle de conflit,
concurrencée ou encore renforcée par un autre facteur de rattachement, à savoir la volonté des parties. Au rattachement classique, s'ajoute un rattachement dont l'application est en étroite liaison avec les critères préalablement cités. Cette faveur pour le principe d'une option dans les relations privées familiales n'est que la résultante d'une équivalence des deux principaux rattachements pour la réalisation des objectifs du droit international privé dans lesquels s'inscrit la localisation la plus étroite de la situation juridique. A. La volonté des parties serait parfois même le meilleur arbitre permettant de trancher en faveur de l'un ou l'autre des rattachements. B. A. La nature mixte des principaux rattachements du droit international privé de la famille. 20. Comme l'a constaté M. Gannage, sur le terrain des conflits de loi, la nationalité et le domicile sont à pied d'égalité, la préférence donnée par les autorités d'un pays à l'un ou à l'autre ne pouvant être considérée comme internationalement abusive. Pour les relations familiales à caractère international, deux principaux critères de rattachement se partagent traditionnellement la matière, le rattachement personnel et le rattachement territorial. Les deux présentent des titres sérieux à être retenus. À la lumière des vertus et des difficultés pratiques rencontrées lors de l'adoption de ces rattachements, il n'est pas évident de trancher en faveur de l'un ou de l'autre. Étant donné qu'à travers la règle de conflit, ces auteurs visent généralement à appliquer la loi avec laquelle l'affaire a les liens les plus étroits et qu'en matière familiale, le choix est tantôt fait en faveur de la loi nationale, tantôt en faveur de la loi du domicile. Il serait donc difficile, après une analyse des deux rattachements, de favoriser l'un par rapport à l'autre. La règle prévoyant l'application de la loi nationale et celle prévoyant l'application de la loi du domicile ont toutes deux prétention à traduire le lien le plus étroit entre la personne et la loi ainsi désignée. Ainsi, la nationalité 1, tout comme le domicile 2, apparaissent comme deux critères de nature souvent équivalents. Aucun des deux critères ne peut prétendre à lui seul et dans toutes les hypothèses illustrer le rattachement des relations familiales à l'ordre le plus étroit. 1. Le rattachement à la nationalité. 21. S'il n'est pas aisé d'établir un lien entre le choix du rattachement du statut familial à la nationalité d'une part, et le principe de proximité d'autre part, les arguments en faveur du rattachement à la loi nationale sont quant à eux nombreux. Le fait qu'un grand nombre de systèmes de droit international privé de la famille aient opté pour un tel rattachement du statut personnel et familial témoigne d'une forte attraction en faveur de la nationalité. En effet, l'attirance est due à la stabilité de ce rattachement qui assure la sécurité juridique par la permanence du statut, principale préoccupation du droit international privé de la famille. Cette permanence du rattachement révèle à la fois une conception proximiste et une nature souverainiste de la nationalité. La permanence peut conduire à la soumission de l'individu à sa loi nationale, alors que ce dernier a perdu tout lien avec son milieu d'origine. La permanence peut aussi exprimer le rattachement de l'individu à son milieu social et culturel originel, en raison des liens affectifs qu'il a pu nouer avec cet environnement. 22. Bien que le rôle attribué aux critères de la nationalité oscille entre la fonction souverainiste et la fonction proximiste, une grande partie de la doctrine contemporaine le considère comme l'illustration du fondement souverainiste de la règle de conflit qui le retient comme principal élément de rattachement. 23. Selon M. Mzghani, la nationalité est le lien de fait que vient consacrer le droit, qui attribue à l'individu la qualité de membre d'une collectivité organisée en État. Cette définition regroupe non seulement l'acception stricte de la nationalité de droit, exprimant le lien qui unit l'individu et l'État, mais aussi la nationalité de fait, expression de l'existence des apostrophes, un groupe d'individus unis par la similitude des goûts, des usages, des intérêts, des sympathies, si bien qu'il règne entre eux une cohésion intime, une puissante solidarité qui leur fait souhaiter de vivre sous les mêmes lois et de marcher aux mêmes destinées. Ainsi, cette notion rassemble à la fois des concepts de droit public et de droit privé. Elle exprime conjointement l'attraction des liens personnels du national à sa loi d'origine qui justifie par ailleurs la nature proximiste de ce critère, et la soumission du national à la souveraineté de son État national en raison des liens d'allégeance existants qui justifient dans ce cas sa nature souverainiste.
La nationalité au-delà de sa dimension publiciste qui consiste en l'identification du statut politique du national, elle touche le droit privé à travers la détermination de son statut civil. La nature proximiste du rattachement à la nationalité pourrait alors s'exprimer à travers la dimension privatiste de ce facteur. 24. Les hésitations affectant la nature de la nationalité nécessitent l'étude de ce rattachement dans ses deux traits dominants, souverainiste A et proximiste B. A. La tendance souverainiste du rattachement du statut familial à la loi nationale. 25. Avant de présenter les arguments en faveur de la nature souverainiste du rattachement du statut familial à la nationalité, il est nécessaire de revenir sur les origines d'un tel lien de rattachement dans les systèmes de droit international privé de la famille français et tunisien. 26. Le principe de souveraineté fut à l'origine perçu comme un empire exclusif exercé par le souverain local sur les actes dont son territoire est le théâtre. L'époque féodale donna naissance au principe de la prééminence du droit du sol et fit de la souveraineté le corollaire de la territorialité. Quant à la souveraineté personnelle, dont les origines remontent à la doctrine statutiste du XIIIe siècle, elle ne fut mise en évidence en France qu'avec l'article 3 alinéa 3 du Code civil. C'est ainsi que la souveraineté s'est associée au rattachement à la nationalité. C'est précisément l'alinéa 3 de l'article 3 du Code civil relatif au statut personnel, et étendu à tout le droit de la famille, qui atteste du caractère souverainiste de ce rattachement. Si l'on s'en tient à l'historique de ces dispositions du Code civil, on peut dire que le choix du rattachement à la loi nationale était motivé essentiellement par des considérations de jouissance de droit dont le législateur voulait faire bénéficier les nationaux. Les partisans de l'approche souverainiste du rattachement du statut personnel à la nationalité ne peuvent que découvrir dans ces justifications du choix du rattachement une assise à leur conclusion. Le bénéfice des droits est la conséquence d'obligations réciproques, jouissance et obéissance -66 entre le souverain et le national. À cela s'ajoute la place qu'occupe l'alinéa 3 de ce même article. Les deux alinéas qui le précèdent illustrent indéniablement l'exercice de la souveraineté. Le premier d'entre eux consacre la souveraineté motivée par des considérations de sécurité. Quant au deuxième, il consacre la souveraineté sur les immeubles du territoire français. Dans le sillage des deux alinéas qui le précèdent, le troisième ne peut normalement qu'incarner la souveraineté. Ce même article réglemente par conséquent la souveraineté exercée sur les personnes. Cette nature souverainiste de l'article 3, alinéa 3, est affirmée par l'unilatéralisme originaire de cet article. 27. L'origine du rattachement du droit international privé tunisien de la famille à la nationalité a quant à lui des assises différentes. En effet, le rattachement de la personne à une communauté a des provenances lointaines qui remontent à l'islamisation de la Tunisie au 7e siècle. Toutefois à cette époque, la nationalité telle qu'elle est prévue par le droit contemporain n'existait pas en droit tunisien. Seul le critère religieux pouvait distinguer les personnes. La nationalité était étrangère à la tradition de ces pays, elle n'est apparue que tardivement avec l'intervention des puissances occidentales. 28. C'est le régime capitulaire qui a instauré pour la première fois en Tunisie le rattachement à la nationalité afin de déterminer la compétence juridictionnelle. Il avait pour objet de donner compétence aux consuls des États souverains ayant conclu avec la Tunisie des pactes ou des traités pour trancher les litiges opposant leurs ressortissants. En ce qui concerne le règlement des différends entre étrangers de nationalités différentes, il relève de la compétence du consul de la nationalité du défendeur. Pour les litiges entre Tunisiens et étrangers, les tribunaux tunisiens devaient être compétents. Cependant, en raison de la résistance des puissances coloniales, ce principe a été progressivement érodé au profit de certains consuls étrangers dont leurs ressortissants étaient partis au litige. Les capitulations étaient donc liées à la protection des nationaux et à l'exercice de la souveraineté. De ce fait, le rattachement à la nationalité qui est apparu avec ce régime s'associait lui aussi à la notion de souveraineté. 29. Ensuite, sous le protectorat français,
s'est posée pour la première fois en Tunisie la question du règlement des conflits de loi. À cette époque, deux systèmes de règlement des litiges coexistaient. Le système originel tunisien de droit musulman et le nouveau système de l'ordre juridique colonial français. Le premier se limitait aux questions de compétences juridictionnelles des rapports entre communautés religieuses, tout en ignorant le système du conflit de loi. Le second système avait le mérite d'instaurer le mécanisme des conflits de loi. Ce dernier fut étendu à tout litige à caractère international. Contrairement au régime de droit musulman et au régime capitulaire, le système adopté par l'ordre juridique français détachait la question de la compétence législative de celle de la compétence juridictionnelle. Les règles de conflit de loi françaises furent appliquées après l'adaptation de certaines d'entre elles avec les spécificités de l'époque coloniale. À l'indépendance de la Tunisie, l'unification de la justice fut établie en deux étapes. Au départ fut visée l'unification des juridictions étatiques, résultat de la suppression des juridictions religieuses et des juridictions étrangères. Ensuite, l'unification de la législation et ce, même en matière de statut personnel. Dès lors, pour les litiges relevant du droit interne, la nationalité s'est substituée à la religion. Cette réforme portée sur le plan interne a été suivie par une réglementation des litiges présentant d'un caractère international. Le décret du 12 juillet 1956, qui au départ devait régir le statut personnel des Tunisiens non musulmans et non israélites, soumettait le statut personnel de ces derniers au droit français avant que le code du statut personnel ne soit étendu à tous les Tunisiens par la loi du 27 septembre 1957. Il n'était plus nécessaire de prévoir des règles propres aux Tunisiens de communautés différentes. Ainsi, la modification de 1957 a non seulement ajouté au décret de 1956 un article relatif aux conflits de loi, mais a également supprimé le régime particulier des Tunisiens non musulmans et non israélites. La nationalité a été adoptée pour la première fois par le législateur tunisien, en tant que critère de rattachement en matière de statut personnel et familial par la loi du 24 juin 1957 rajoutant l'article 1er au décret de 1956 qui prévoit que les étrangers sont régis en ce qui concerne leur statut personnel par leur loi nationale. Cependant, s'agissant des relations familiales impliquant des personnes de nationalités différentes, une primauté fut accordée à la nationalité de l'une des parties. Ce fut en faveur de l'homme, en raison de son statut de chef de famille qu'il occupait à l'époque de l'élaboration de la règle de conflit prévue par le décret bellical. Cette prédominance de l'homme pouvait aussi trouver sa justification dans la localisation objective du rapport de droit, selon des principes conformes à celui de la proximité, dès lors que le centre du rapport de droit se rattachait au chef de famille. 30. Une trentaine d'années après l'adoption du décret bellical, le Code de droit international privé a été promulgué en Tunisie. Si le rattachement à la nationalité demeure le rattachement de principe en droit de la famille, il a toutefois perdu avec le Code de droit international privé sa vocation universelle. En effet, l'évolution de la législation tunisienne interne en faveur d'une égalité entre l'homme et la femme a fait perdre à l'homme l'exclusivité qu'il avait en tant que chef de famille. Ce changement sur le plan interne s'est accompagné d'une réglementation internationale des relations familiales dépourvue de la prédominance d'une partie par rapport à l'autre. Ce qui a conduit à l'apparition de rattachements subsidiaires à la nationalité, en cas de défaut de la nationalité commune des parties. 31. Il est clair qu'à travers l'historique du rattachement du statut familial à la nationalité, ce sont les raisons souverainistes qui ont motivé le choix de ce critère dans les systèmes français et tunisiens de conflits de loi. Cependant, reconnaître les origines souverainistes de la nationalité ne justifie en aucun cas sa classification actuelle dans la même catégorie que dans le passé. 32. La prévalence de la nature souverainiste sur la nature proximiste du rattachement du statut personnel à la loi nationale est toujours soutenue par la doctrine contemporaine. Et si les origines du choix du rattachement constituent un argument en faveur d'une telle position, leur développement dépasse le cadre historique du choix du rattachement. Les liens d'allégeance et de sujétion entre le souverain et le national ainsi que l'intérêt de l'État recommandant l'application de la loi nationale
sont vivement présents dans les arguments de différents auteurs. Par conséquent, il serait utile d'envisager les deux principales doctrines françaises qui soutiennent la nature souverainiste du rattachement à la nationalité, à savoir celle de M.M. Lagarde et Patot. 33. Dans son cours de la haie relatif au principe de proximité dans le droit international privé, M. Lagarde retient que l'assise souverainiste d'un système de droit international privé de la famille est plus évidente lorsque le rattachement retenu est la nationalité. Par ce choix, le système vise à soumettre le statut personnel et familial de l'individu sous l'empire de la loi nationale, non en raison de l'effectivité des liens entre cette loi et l'individu, mais plutôt des liens d'allégeance et de sujétion de la personne envers son État national. Le principal argument avancé par l'auteur en faveur de la nature souverainiste du rattachement à la nationalité est son mode de détermination. En effet, l'auteur met l'accent sur la détermination de ce critère, c'est-à-dire l'attribution, l'acquisition et la perte de la nationalité, qui relève de la compétence exclusive de l'État de la nationalité, qui définit le champ d'application personnel de sa souveraineté. Cela coïncide en outre avec le caractère abstrait de la nationalité, caractère qui obéit au fondement de souveraineté beaucoup plus qu'au fondement de proximité. 34. Monsieur Lagarde s'appuie aussi sur la pratique souvent adoptée par les États rattachant le droit de la famille à la nationalité, en cas de conflit de nationalité pour le qualifier de critère souverainiste. Dans un premier temps, lorsque la nationalité du fort est en conflit avec une nationalité étrangère, les exigences de la souveraineté recommandent la reconnaissance de la nationalité du fort uniquement. Aucune prise en considération de la nationalité étrangère n'est alors envisageable. Précisément en cas de conflit mobile, la nationalité du fort prévaut, bien qu'elle n'ait aucune attache avec la situation au moment de l'évaluation des liens temporels entre le rapport de droit et le choix du rattachement. Il suffit que la nationalité du fort soit établie avant ou après l'existence même du rapport de droit, pour qu'elle prime sur la nationalité étrangère. Dans un second temps, lorsque deux nationalités étrangères sont en conflit, la résolution du conflit de nationalité se fait toujours par référence au principe de souveraineté, bien que dans pareille hypothèse, la prise en compte de la nationalité la plus effective soit souvent admise sans aucune difficulté. Sauf que cette dernière est aussi évaluée selon M. Lagarde suivant des données de souveraineté, autrement dit, les liens d'allégeance et de sujétion. 35. Quant à M. Patot, il reprend dans sa thèse les idées déjà développées par M. Lagarde afin de justifier la nature souverainiste du rattachement du statut familial à la nationalité par l'idée de l'allégeance et de sujétion du national envers son État d'origine. Il appuie sa position par le rapprochement entre les notions de souveraineté et des intérêts de l'État, qui regroupent tous les deux une même réalité, le rattachement à la nationalité. Cependant, il considère que la notion de souveraineté exprime mieux l'implication de l'État que celle de l'intérêt de l'État, pour conclure qu'en matière de statut personnel, la souveraineté se matérialise par la permanence de l'emprise de l'État sur le statut de ses sujets, assurée par le rattachement à la nationalité. De là, l'auteur exclut tout fondement autre que souverainiste du rattachement à la nationalité. Il constate que la nature souverainiste de la compétence législative s'accompagne souvent d'une compétence juridictionnelle fondée sur le même principe. Un parallélisme entre les deux compétences est nécessaire selon M. Patot. Dans ses travaux, il justifie le fondement de certaines règles de compétence juridictionnelle en matière de droit des personnes et de la famille par le principe de souveraineté établi par la compétence législative en ce domaine, et par l'implication des intérêts de l'État dans de tels litiges internationaux. Selon lui, une influence est exercée par les règles de conflit de loi ayant pour fondement le principe de souveraineté sur les règles de compétence juridictionnelle. 36. Une fois la nature souverainiste du rattachement du statut familial à la loi nationale établie, il est presque unanimement admis que le fondement souverainiste d'une règle de conflit qui a opté pour un tel rattachement se matérialise par des exigences difficilement contournables. L'unilatéralité de la règle de conflit est primordiale. Au cas contraire, l'admissibilité du renvoi en cas de bilatéralisation de la règle,
l'exigence de la réciprocité, la résolution spécifique du conflit de nationalité, l'admission de la fraude à la loi étrangère sous la seule condition de sa condamnation par l'ordre juridique éludé, adoption de règles de conflit rigides, le contrôle de la loi applicable et enfin, le règlement spécifique du conflit de nationalité, corollaire du fondement souverainiste de la règle de conflit bilatéral doivent être vérifiés. 37. Il paraît donc excessif de se prononcer d'emblée sur le fondement souverainiste d'une règle de conflit de loi, qui a pour rattachement au statut familial la loi nationale, sans observer les impératifs d'un tel principe. L'association entre les conséquences du choix du rattachement et les conséquences du principe de souveraineté présente ici un grand intérêt. Il faudra par conséquent tenir compte des conséquences du rattachement souverainiste pour déterminer le fondement du choix de la nationalité en matière de conflit de loi dans les deux systèmes étudiés. En effet, le rattachement des relations familiales à la loi nationale et le principe de souveraineté ne sont pas rigoureusement liés. La nature proximiste peut elle aussi concurrencer la nature souverainiste du rattachement à la nationalité. Cette dernière ne prévaut que si les impératifs déjà mentionnés sont prévus dans le système de droit international privé, ce qui devrait permettre de relativiser cette approche souverainiste de la nationalité pour lui conférer une autre assise. La non-réalisation des corollaires du principe de souveraineté renversera la nature souverainiste du rattachement à la nationalité. Subséquemment, un autre principe prendra la relève. Étant donné que ni le principe de la faveur pour le résultat matériel, ni celui de l'autonomie de la volonté ne peuvent suppléer le principe de souveraineté dans le cas du rattachement à la nationalité du statut familial, seul le principe de proximité serait susceptible de justifier un tel choix. L'identification de la nature du rattachement à la nationalité s'effectue donc par différents indices susceptibles de nous éclairer quant au fondement du choix de ce critère. B. La tendance proximiste du rattachement du statut familial à la nationalité. 38. Une assise proximiste peut aussi être à l'origine des motivations du choix du rattachement du statut familial à la nationalité. Si quelques auteurs penchent plutôt vers la nature proximiste et non pas souverainiste de ce choix, il faut toutefois reconnaître qu'ils sont peu nombreux. Au demeurant, même la partie de la doctrine désapprouvant le fondement proximiste du rattachement du statut familial à la nationalité exclut l'approche souverainiste de la règle de conflit retenant ce critère lorsque son application est tributaire de la volonté des parties ou du juge. Car si la nationalité est un rattachement exclusivement souverainiste, il serait difficile dans ce cas de l'écarter par la simple volonté des parties ou du juge. Par conséquent, il est possible de classer ce critère dans la catégorie des rattachements de proximité, lorsque ce dernier est la conséquence d'une option de législation faite par les intéressés. 39. La nature proximiste du rattachement à la nationalité trouve également appui dans les règles de droit international privé comparé. On relève que ce critère a été adopté dans des domaines du droit familial, en tant que rattachement de principe ou subsidiaire, dans les systèmes de droit international privé où le principe de proximité est le principal fondement de la règle de conflit de loi. Parmi ces systèmes, on peut citer le droit belge. Ce dernier est gouverné par le principe de proximité, de par la clause d'exception générale prévue par le Code de droit international privé. Cette clause présume le fondement proximiste de la règle de conflit, qu'elle est susceptible de corriger. Les règles de conflit de loi belge relatives à l'adoption prévoyant un rattachement principal à la loi nationale sont la meilleure illustration de la nature proximiste d'un tel rattachement en ce domaine. La nationalité est ici perçue comme reflétant a priori les liens étroits entre le litige et l'ordre juridique national, car dans le cas contraire, elle serait régulièrement écartée par le juge par l'application de la clause d'exception. On peut donc affirmer que le rattachement de la relation familiale à loi nationale n'est pas systématiquement dépourvu de la recherche de la proximité. 40. Ainsi, la nationalité en tant que rattachement de la règle de conflit de loi en droit de la famille peut avoir un fondement autre que souverainiste. C'est l'acception privatiste de la nationalité qui consacre cette nature. La nationalité reflète le lien étroit entre l'individu et son État national.
Il s'agit d'un lien immatériel concrétisé généralement par une attraction particulière du fait qu'il réunit souvent les origines familiales, ethniques, culturelles et religieuses de la personne. Parents, la proximité exprimée par le rattachement à la nationalité est différente de la proximité matérielle géographique. C'est la proximité psychologique, qui se matérialise par les liens entre l'individu et sa loi personnelle. Ces liens sont essentiellement affectifs, culturels et identitaires. Ils reflètent l'appartenance d'une personne à une communauté particulière, où les nationaux ont contribué à l'élaboration des règles de droit. Appliquer aux étrangers leur loi nationale revient à reconnaître que ces derniers gardent des liens forts avec leur État national. Il est évident que le droit du statut personnel en général, et le droit de la famille plus particulièrement, est le domaine par excellence où s'affirme la spécificité de chaque peuple ou de toute autre communauté. Or, la nationalité pour l'individu est un élément de son identité, elle s'inscrit dans une histoire, celle d'une famille, celle d'un pays, que le national a contribué directement ou indirectement à sa formation. Lorsque la nationalité est attribuée à l'individu à la naissance, elle reflète normalement sa tradition, sa mentalité, son tempérament, ses mœurs, sa coutume, sa culture et parfois même sa religion. Lorsque la nationalité est acquise par naturalisation, elle reflète très souvent le nouvel environnement et les nouvelles valeurs auxquelles l'individu a adhéré. Or, le droit familial est imprégné de ces valeurs et la loi nationale est celle qui s'en rapproche le plus. 41. Parmi les partisans de la nature proximiste du rattachement du statut personnel et familial à la nationalité, on peut citer M. RJC-VIC. Dans sa thèse, l'auteur insiste sur l'étroitesse des liens qualitatifs entre le rattachement à la nationalité et le statut familial, qui s'affirme à travers les liens de la personne avec sa loi nationale. À ces liens qualitatifs, se juxtaposent des liens quantitatifs en cas de convergence des nationalités de toutes les personnes impliquées dans le rapport de droit de la famille. La nationalité, constituée par la puissante double appartenance horizontale et verticale, tire selon l'auteur des liens d'allégeance et d'appartenance de sa nature proximiste, essentiellement dans les matières où la personne est l'élément caractéristique du rapport de droit comme le droit de la famille. Les liens d'appartenance apparaissent au moment de la détermination de la nationalité. 42. Ainsi, dans le cadre de la recherche de la nature proximiste de la nationalité, les arguments invoqués par les partisans du fondement souverainiste des règles de conflit ayant opté pour un tel critère de rattachement, sont susceptibles d'être repris. Le mode de détermination de ce facteur de rattachement ainsi que son caractère permanent, qui sont à l'origine de sa classification dans la catégorie des rattachements de souveraineté, peuvent être revus avec une nouvelle vision qui permettra de considérer la nationalité comme reflétant aussi un rattachement de proximité en matière familiale. Alpha. La tendance proximiste dans la détermination de la nationalité. 43. Le principal argument évoqué par les partisans de la nature souverainiste du rattachement à la loi nationale concerne le mode de détermination de la nationalité qui relève de la compétence exclusive de l'État de la nationalité. Cependant, cette référence est sujette à quelques atténuations. On peut invoquer, tout en reconnaissant que l'État national est le seul compétent pour distinguer ses nationaux des étrangers, que cette souveraineté étatique n'est pas illimitée. Elle est en réalité encadrée par les liens entre l'État et son ressortissant, et concrétisée par l'effectivité de la nationalité. Ainsi concernant l'attribution, l'acquisition et la perte de la nationalité, chaque État impose ses propres règles. Ces dernières essayent généralement de coordonner la nationalité de droit ou de souveraineté avec la nationalité de fait ou de proximité. Elles excluent les cas où la nationalité du fort est attribuée à des individus dépourvus de tout lien avec l'État. Les attaches entre l'État et le national varient selon les cas, allant de liens particulièrement forts à des liens très forts. Dans les deux systèmes français et tunisien, l'accès à la nationalité de l'État s'effectue par des liens entre la personne et l'État. Ces liens sont soit familiaux soit territoriaux les liens familiaux. 44. On y distingue les liens de filiation et ceux d'alliance, dont l'importance est considérable en droit de la famille.
Il reflète en effet les liens familiaux et les liens d'appartenance, et par conséquent les attaches intellectuelles que peut avoir l'individu avec sa loi nationale en matière familiale. Les liens de filiation. 45. C'est ce mode d'attribution de la nationalité qui a pu faire douter de la fonction proximiste, du rattachement à la nationalité du droit de la famille. Certes, les conditions d'attribution de la nationalité selon le ius sanguinis sont définies en fonction de liens de descendance et d'ascendance remontant à la population d'origine, sans égard aux liens effectifs de son titulaire avec la nation. Toutefois, la transmission de la nationalité par la filiation ne prive pas l'individu de tout lien avec son état d'origine. En outre, le lien de filiation est en lui-même un lien considérable, estimé comme particulièrement fort. C'est ce qui justifie la possibilité pour le national de répudier sa nationalité dans des cas d'acquisition de la nationalité par filiation, toutes les fois qu'il estime qu'elle ne représente pas de liens effectifs. Cette faculté est un correctif à l'insuffisance de l'intensité des liens entre l'individu et le fort. Cela n'est que le reflet de l'atténuation des liens d'allégeance en faveur des liens sociaux effectifs, qui suggère qu'une personne est en droit de renoncer à une nationalité qui ne correspond pas à ses liens effectifs. 46. Sur cette question relative à la détermination de la nationalité, les droits français et tunisiens se rapprochent. Ce mode de transmission de la nationalité a évolué pour concrétiser de plus en plus les attaches entre le ressortissant et son État national. 47. La transmission de la nationalité par la filiation en droit français, c'est non seulement débarrasser de toute inégalité entre le père et la mère depuis la réforme du 9 janvier 1973, mais tend également à perdre de sa prédominance pour être concurrencé par d'autres moyens d'attribution de la nationalité qui reflètent aussi les liens entre le français et la France. Ainsi, la loi française prévoit non seulement la possibilité pour le français de répudier sa nationalité lorsque le lien avec la France est ténu, mais aussi l'existence d'un minimum de lien avec la France pour que l'individu bénéficie de ce mode de transmission de la nationalité. Il est donc nécessaire pour attribuer la nationalité française qu'une double appréciation des liens entre cette dernière et la France soit réalisée. Le lien du sang et l'ininterruption de tout lien avec la France. Des liens entre la France et le français sont par conséquent exigés au moment de l'attribution de la nationalité par la filiation, et recommandés après son attribution. 48. La législation tunisienne a évolué en matière d'attribution de la nationalité en raison de la filiation, depuis l'amendement apporté au Code de la nationalité tunisienne en date du 26 juillet 2010. L'article 6 du Code établit désormais une égalité totale entre les enfants nés d'un père tunisien et ceux nés d'une mère tunisienne pour l'attribution de la nationalité. Ces enfants sont tunisiens à la naissance, sans aucune condition supplémentaire discriminatoire envers l'un ou l'autre. L'attribution de la nationalité en raison de filiation repose sur l'établissement du lien entre l'un des parents tunisiens et l'enfant. 49. Il ressort que pour la transmission de la nationalité par la filiation, les liens de parenté avec un national sont exigés par les deux systèmes français et tunisien. Ces liens de parenté reflètent normalement des attaches familiales affectives et intellectuelles avec l'État national, qui sont présents même lorsque la nationalité est acquise en raison des liens d'alliance. Le lien d'alliance. 50. C'est le lien entre l'État et le futur national qui est retenu dans ce cas. Il s'agit d'un lien indirect, concrétisé par le mariage d'un national avec le futur naturalisé. Il est permis de penser ici que, puisque les attaches avec l'état de la nationalité du naturalisé sont indirectes, la nationalité acquise à travers le mariage avec un national est dépourvue de toute effectivité. De plus, les liens forts supposés exister entre l'État et le naturalisé, à travers l'attraction de l'appartenance d'une personne à une communauté particulière, font défaut. Cependant, il s'avère au contraire que ce mode d'attribution de la nationalité consacre les liens de l'individu avec l'état de la nationalité tout aussi bien que les autres cas de naturalisation. En réalité, l'acquisition de la nationalité dans ce cas est fondée sur les liens entre le futur national et l'État. Ces liens sont concrétisés par l'intégration de la personne dans son nouveau milieu familial,
à travers notamment son alliance avec un national ainsi que par sa volonté d'intégrer la nouvelle communauté, puisqu'aussi bien en droit français qu'en droit tunisien, la naturalisation ne se fait dans cette situation qu'en cas de demande expresse de l'intéressé. 51. Si les liens entre le national et son état d'origine sont essentiellement subjectifs, lorsque la nationalité est transmise en raison de la parenté avec un national, ces liens sont principalement objectifs lorsqu'il s'agit d'une acquisition de la nationalité en raison des liens territoriaux. 2. Les liens territoriaux. 52. À l'inverse du ius sanguinis, on reconnaît plus d'effectivité à la nationalité acquise par le ius soli. Cette effectivité reproduit d'une part, les liens entre l'État et la personne et d'autre part, l'intégration de l'individu dans ce milieu sociologique. En effet, des liens objectifs sont exigés pour l'acquisition de la nationalité dans les deux systèmes étudiés. Elle est le résultat de la sédentarisation de l'étranger dans son nouveau milieu social. En droit français comme en droit tunisien, outre la manifestation de la volonté de l'intéressé en faveur de l'acquisition de la nationalité, qui est désormais une condition sine qua non, pour l'attribution de la nationalité à un individu de parents étrangers, d'autres attaches avec l'État sont exigées. Ces attaches sont généralement la naissance sur le territoire accompagnée d'une certaine durée de la résidence, ou tout simplement la résidence sur le territoire. La naissance et la résidence dans le pays sont une manifestation d'un lien entre l'État et le futur national. Dans le premier cas, le lien est présumé. La naissance d'un enfant sur le territoire présume que les parents y ont vécu, et y vivront peut-être aussi avec l'enfant. Dans le second cas, la résidence dans le pays est elle-même l'indice du lien entre le futur national et l'État de par son insertion dans cette société. L'intégration dans la société du futur national est une condition vérifiée aussi bien en droit français que tunisien, de la nationalité. Ainsi, des liens plus effectifs que pour le ius sanguinis sont exigés s'agissant du droit du sol. La volonté d'intégration associée à des liens objectifs est nécessaire pour l'acquisition par une personne de parents étrangers, de la nationalité de l'État. Même en cas d'attribution de la nationalité par la double ou la triple naissance sur le territoire, cette condition assure que le sol concrétise aussi bien l'installation durable, l'intégration dans la société d'accueil, que des preuves intangibles, matérielles d'une nationalité effective. En conséquence, ce mode d'acquisition de la nationalité, en conférant une part d'effectivité à la nationalité, appuie le fondement proximiste du rattachement à la loi nationale. 53. En conclusion, si la détermination de la nationalité relève de la compétence exclusive des États, son attribution est commandée par des liens entre l'individu et l'État national. L'étroitesse de ces liens, quant à elle, varie selon le mode de détermination de la nationalité. On admet que pour l'attribution de la nationalité par le lien du sol, il y a vérification de l'étroitesse des liens entre l'individu et l'État. C'est donc la détermination de la nationalité par les liens familiaux qui pourrait faire douter de la nature proximiste du rattachement à la nationalité. En effet, le seul élément déterminant pour l'attribution de la nationalité dans ce cas est un lien familial qui à première vue, pourrait paraître faible. Cependant, cette étude ne s'intéresse qu'à la proximité en droit de la famille. Dans ce cas précisément, le lien familial qui s'avère ténu pour l'attribution de la nationalité devient un lien fort quand il régit indirectement les relations familiales elles-mêmes. Par conséquent, la nationalité acquise par les liens familiaux reflète au moins pour cette catégorie de droit, le droit familial, un rattachement étroit qui se vérifie aussi par le caractère permanent de ce critère. Bêta. La tendance proximiste de la permanence de la nationalité. 54. Une approche proximiste peut également être attribuée à la permanence du critère de la nationalité. La continuité devient un signe d'intégration stable, qui tout en représentant les liens d'allégeance, consacre l'adhésion à une communauté juridique et le lien entre l'individu et sa loi nationale. Cette idée d'intégration stable est toutefois remise en cause par la plurinationalité, qui se manifeste soit dans les rapports familiaux où les parties en cause ont des nationalités différentes, soit tout simplement dans le cas où l'une des parties a plus d'une nationalité. L'intégration n'est certainement pas dans ces cas aussi évidente que dans les rapports familiaux,
où une seule nationalité existe. Elle dépend du mode de résolution de ces conflits. 55. S'agissant de la réglementation du conflit de nationalité d'un plurinational, deux méthodes sont envisageables. L'une met en exergue la nature souverainiste du choix en faveur de la nationalité, alors que l'autre n'est que l'illustration pure et simple du fondement de proximité de la règle qu'il a adoptée. 56. La résolution du conflit de nationalité peut refléter le fondement de proximité de la règle de conflit ayant retenu la nationalité comme critère de rattachement et ce, dans tous les cas où ce conflit est résolu par une prise en considération de la nationalité la plus effective, aussi bien dans l'hypothèse où les différentes nationalités en conflit sont des nationalités étrangères que dans les cas où la nationalité du fort est en conflit avec une nationalité étrangère. Ainsi, les liens requis pour résoudre ce conflit sont soit des liens objectifs, à savoir temporels ou territoriaux, soit des liens subjectifs résultant de l'option explicite ou implicite du plurinational. 57. La résolution du conflit de nationalité a été appréhendée dans les deux systèmes étudiés presque de la même façon. Les deux méthodes coexistent. Celle de la primauté accordée à la nationalité la plus effective pour le conflit de nationalités étrangères, et celle de la primauté accordée à la nationalité du fort toutes les fois où elle se trouve concurrencée par une nationalité étrangère. 58. Pour résoudre le conflit de nationalité en présence de la nationalité du fort, les deux systèmes français et tunisien ont consacré la solution apportée par l'article 3 de la Convention de La Haye du 12 avril 1930 relative au conflit de loi sur la nationalité, optant en faveur d'une primauté accordée à la nationalité du fort. Si le principe de la prise en considération de la seule nationalité du fort a été fermement réaffirmé par les juridictions françaises depuis l'arrêt Casapian, et par l'article 39 CDIP tunisien, il ne constitue pas pour autant une application pure et simple du principe de souveraineté. Les justifications d'un tel choix trouvent aussi appui dans le principe d'égalité entre les citoyens qui risque d'être compromis par la prise en considération de la nationalité étrangère, ainsi que dans une faveur pour une homogénéité des solutions internes. Pourtant, la primauté accordée à la nationalité du fort peut aller à l'encontre du respect de la proximité, lorsque la nationalité est retenue comme critère de rattachement. Ainsi par exemple, dans un litige se rapportant au statut familial d'étrangers de même nationalité dont l'un d'eux seulement possède, outre la nationalité étrangère commune à toutes les parties la nationalité du fort, la prise en considération de la nationalité du fort ne favorise pas l'application du principe de proximité. La possession par l'une des parties au litige de la nationalité du fort évince les liens quantitatifs, nationalité commune de toutes les parties, et par conséquent qualitatif, intégration des parties dans la société étrangère avec l'ordre juridique national étranger. Toutefois, le principe de la primauté accordée à la nationalité du fort perd de plus en plus de son importance. Dans les relations entre les États membres de l'Union européenne depuis les arrêts Garcia-Avello et Haddadi de la CJCE, les personnes disposant de deux nationalités ou plus, d'États membres peuvent désormais se prévaloir de l'une de leurs nationalités même à l'égard de l'État de l'autre nationalité. L'atténuation de ce principe, même s'il n'a pas été fait en faveur de la nationalité effective dans le cadre de ces deux arrêts, atteste de l'affaiblissement de la nature souverainiste de ce critère qui dépasse parfois les relations entre États de l'Union européenne. Ainsi, dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 février 2011, la Cour s'est appuyée sur la nationalité canadienne d'époux franco-canadiens afin d'évaluer les liens suffisants avec le juge canadien. En plus de la résidence des époux au Canada, leur nationalité étrangère canadienne a été prise en considération même en présence de la nationalité du française des parties, pour constater le lien caractérisé entre le litige et l'État canadien. En droit tunisien, une exception à ce principe de la primauté accordée à la nationalité du fort en faveur de la dernière nationalité acquise est prévue par l'article 44 du CDIP relatif aux conditions et aux effets de la disparition et de l'absence. Selon cet article, la dernière loi nationale du disparu ou de l'absent s'applique aux conditions et aux effets de la disparition et de l'absence. En cas de conflit de nationalité,
même en présence de la nationalité du fort, c'est la loi de la dernière nationalité qui s'appliquera. Il s'agit d'une règle spéciale qui déroge au principe posé par l'article 39 du CDIP, accordant une primauté à la nationalité du fort. La nationalité du fort, dans le cas où elle ne serait pas la dernière acquise, sera écartée au profit de la dernière nationalité de l'intéressé, qui coïncide le plus souvent avec la nationalité effective. La dérogation en faveur de la loi de la dernière nationalité du disparu ou de l'absent atténue le principe de la primauté accordée à la nationalité du fort, l'un des arguments utilisés par les partisans du classement de la nationalité dans la catégorie des rattachements de souveraineté. 59. Il est possible de conclure que dans les deux systèmes français et tunisien, en cas de conflit de nationalité, le principe serait la primauté de la nationalité du fort sur les nationalités étrangères. Cependant, ce principe connaît quelques atténuations en faveur d'une nationalité étrangère. Cette exception va à l'encontre des thèses attribuant au rattachement à la nationalité la seule fonction de rattachement de souveraineté. Cela se confirme par la méthode de la résolution du conflit de nationalités étrangères. 60. Pour résoudre le conflit positif de nationalités étrangères, il est généralement admis que la nationalité la plus effective l'emporte. Cette solution est consacrée dans les deux systèmes étudiés. La jurisprudence française a retenu cette position dans l'arrêt Martinelli du 15 mai 1974. De même, l'article 39 alinéa 2 du CDIP dispose que si l'intéressé bénéficie de plusieurs nationalités, le juge retiendra la nationalité la plus effective. Cette méthode atténue la nature souverainiste du rattachement à la nationalité. Même s'il n'est pas exclu que les liens d'allégeance soient pris en considération lors de la détermination de la nationalité la plus effective, ce procédé reste toutefois rare. Le plus souvent, l'identification de la nationalité effective se fait à partir de critères objectifs, reflétant l'intégration de l'individu dans une communauté nationale. 61. Le choix d'une seule nationalité à appliquer est plus compliqué lorsqu'il s'agit d'un rapport familial impliquant des parties de nationalités différentes. Dans cette hypothèse, deux voies de résolution de ce différend s'offrent. La première fait prévaloir la nationalité de l'une des parties pour régir l'intégralité du rapport familial. Elle ne sert la localisation de proximité que si le choix est fait en faveur de la nationalité de la partie la plus significative dans la relation de droit. La seconde regroupe deux sous-méthodes. L'une consiste à chercher un rattachement subsidiaire, qui concrétise la localisation du rapport de droit selon la proximité avec tous les protagonistes du rapport de droit. Une nouvelle localisation est alors prévue, selon les nouvelles données. À défaut de nationalité commune à toutes les parties au rapport de droit, un rattachement nouveau est dégagé. L'autre consiste à prendre en considération toutes les nationalités en présence, autrement dit, à rattacher chaque sujet à sa loi nationale et à appliquer cumulativement toutes les lois nationales en présence. Ces deux méthodes se soucient de la recherche de la proximité dans la localisation du rapport de droit. Le choix en faveur de l'une ou de l'autre des deux méthodes dépend de la nature de la relation familiale en cause. Aucune d'elles ne peut prétendre être pleinement efficace pour résoudre le conflit de nationalité de toutes les relations familiales. 62. À la suite de cette analyse de la nationalité en tant que critère de rattachement en matière de statut familial, il est encore difficile de prendre parti en faveur de son fondement proximiste ou souverainiste. Les arguments en faveur des deux thèses sont convaincants, et sont par conséquent incapables de favoriser une position par rapport à l'autre. Divers autres facteurs font pencher la balance en faveur de l'un des deux fondements. Avant de les étudier, il convient de se pencher sur la nature du principal rattachement concurrent de la nationalité en matière familiale, le rattachement territorial. 2. Le rattachement territorial. 63. Alors que le rattachement territorial n'est apparu dans le système tunisien que depuis la promulgation du Code de droit international privé, ce critère fut avant la promulgation du Code civil français, le principal rattachement en France. Il a toutefois perdu de son exclusivité en droit français, avec la promulgation du Code civil. Cependant,
La crise qu'a connue le rattachement à la nationalité a concédé au rattachement territorial une place importante depuis la moitié du siècle dernier. Les difficultés, essentiellement d'ordre pratique, rencontrées lors de l'application du rattachement du statut familial à la nationalité, étaient à l'origine de la réapparition de ce critère, à travers la recherche d'un nouvel élément de localisation pouvant à la fois pallier les insuffisances et les impasses auxquelles conduit le critère de nationalité et assurer l'égalité entre les différentes parties, ainsi qu'entre étrangers et nationaux. 64. Le rattachement territorial dans les systèmes de droit international privé français et tunisien ne cesse de gagner du terrain en matière de conflit de loi. Le Code de droit international privé tunisien lui a aussi réservé une place, mais souvent secondaire. À l'inverse, ce critère a reconquis le système de droit international privé français. Sa place a en effet évolué dans certaines règles de conflit, concurrençant ainsi la nationalité. 65. Le nouveau critère retenu n'est autre que le rattachement prévu dans l'ancien droit français. Au départ, le rattachement territorial a pris la forme du domicile. Ce dernier a été pour la première fois consacré après la promulgation du Code civil par la jurisprudence française dans l'arrêt Rivière, en tant que rattachement subsidiaire des relations familiales impliquant des personnes de nationalités différentes, pour se métamorphoser occasionnellement en une résidence habituelle. 66. Le rattachement territorial est considéré par la majorité de la doctrine comme étant le critère reflétant les liens les plus étroits en droit de la famille, dès lors qu'il exprime un lien matériel géographique entre la personne et le territoire. À chaque fois qu'une personne est installée dans un pays donné, elle est censée avoir des liens étroits qui l'unissent avec la société où elle a transféré son centre de vie. Ces liens se manifestent généralement par l'intégration supposée de l'étranger dans son milieu d'accueil. 67. Pourtant en France, au XVIe siècle, le système territorialiste était avec la doctrine d'Argentre l'expression de l'exercice de la souveraineté étatique, symbolisée par la soumission de toutes les personnes se trouvant sur le territoire à la loi du souverain. La territorialité a inspiré d'Argentre pour préserver le système de droit interne des règles du droit étranger. Cette solution demeure celle requise lors de l'adoption du rattachement territorial, communément appelé domicile, en fonction de la définition qui lui est attribuée. Ce n'est qu'en se détachant de toute idée d'allégeance que le rattachement territorialiste est parvenu à accéder au rang des rattachements de proximité. Ainsi, plus on s'éloigne de la définition traditionnelle du domicile pour se rapprocher de celle de la résidence habituelle, plus la doctrine devient intransigeante sur le fondement proximiste de la règle de conflit qui retient ce critère territorial, A. Pourtant, les fondements actuels des règles répartitrices prévoyant ce rattachement prêtent toujours à confusion, B. A. L'évolution du fondement du rattachement territorial. 68. L'évolution du rattachement territorial des relations familiales s'est suivie d'une révolution dans la nature de la règle de conflit. Alors que le critère du domicile incarne l'exercice de la souveraineté, alpha, la résidence habituelle reflète quant à elle le rattachement de proximité, bêta. Alpha, les assises essentiellement souverainistes du rattachement territorial. 69. Deux conceptions du domicile sont actuellement retenues, celle du droit anglais qui rapproche le domicile de la nationalité, domicile d'origine imposé à l'enfant dès sa naissance, et celle du domicile du droit continental. 70. La notion de domicile d'origine, bien qu'elle soit actuellement considérée comme exclusive au droit international privé des pays de common law, elle fut consacrée en France à l'époque féodale. Comme l'avait souligné FRANCESCAKIS, le domicile d'origine exprimait un lien entre un individu et un territoire pour indiquer la soumission de l'individu à la loi de ce territoire, essentiellement quant au statut personnel. De ce constat, il est tout à fait normal d'exclure toute conception proximiste de cette notion. C'est la fixation de la personne, et non pas sa localisation qui importait. 71. Avec la promulgation du Code civil, c'est le domicile légal tributaire de l'autorisation du gouvernement qui fut retenu par le système français jusqu'en 1927 selon l'article 13 de ce Code.
lorsque la règle de conflit rattachait la relation à la loi du domicile, et que le décret d'admission à domicile de l'intéressé faisait défaut, la loi nationale prenait la relève. Depuis l'abrogation de cet article, la notion de domicile a évolué, d'une simple notion juridique, vers une concrétisation des attaches matérielles et intentionnelles d'une personne avec un lieu déterminé. 72. À première vue, le domicile a pour mérite de situer la personne en un lieu géographique matériel déterminé, et donc d'assurer une localisation géographique du statut individuel et familial. Ainsi, contrairement à la nationalité, le domicile aurait la faculté de surmonter les impasses auxquelles pouvait conduire la loi nationale en pratique, la segmentation du statut familial, les conflits de nationalité ainsi que les difficultés rencontrées en cas de référence à un système non unifié, tout en gardant ses avantages, la stabilité du rattachement et l'aisance de sa preuve. Le domicile a de plus le mérite de rattacher le statut personnel en général et le statut familial en particulier à l'ordre juridique le plus étroit identifié sur des assises matérielles réelles. Le fondement d'un tel rattachement dans les relations familiales serait a priori la proximité du domicile avec la situation juridique familiale. Toutefois, est-ce réellement la seule motivation des partisans du rattachement territorial ? 73. Dans la seconde moitié du siècle dernier, NIBOYET avait fait apparaître la nature souverainiste du domicile, pour parvenir à la nécessité de son adoption en tant que critère de rattachement. Dans la définition même qu'il donne de ce concept, le rapport d'autorité entre l'individu et le lieu de son domicile est très évident. Selon l'auteur, le domicile international est le lien juridique qui relie un individu à l'autorité qui exerce son pouvoir sur une circonscription territoriale déterminée. À travers cette définition, il ressort que le rapport d'autorité qui singularise le domicile ne serait autre qu'un concept de droit public assimilé à une vice-nationalité, et dont l'intérêt de l'État justifierait son approbation. Si l'on considère les lois relatives aux droits de la famille comme un moyen d'organisation sociale, il est alors clair que l'intérêt de l'État serait plus satisfait par la territorialité que par la personnalité des lois en la matière. 74. Actuellement, quoique le domicile ne soit plus associé de manière aussi évidente à la souveraineté, son assise reste imprécise par rapport à son principal concurrent, la nationalité. Alors qu'on reproche au rattachement à la nationalité son côté purement fictif, fondé sur une présomption d'existence d'un lien personnel affectif entre le national et sa patrie, il s'avère que comme elle, le domicile, bien que composé d'éléments factuels, repose aussi sur une fiction, à savoir l'intention de s'établir en un lieu donné. La constatation qu'une personne est présente en un lieu est à elle seule insuffisante pour dire qu'elle a établi son domicile en ce lieu. À l'élément factuel, factum, doit s'associer un élément intentionnel, animus, qui est la volonté de l'intéressé de s'établir en ce lieu. Cette volonté est soit clairement exprimée par l'intéressé, soit déduite de son attitude. Des indications objectives peuvent certes influer sur la détermination de l'élément intentionnel. Ces indications sont tout de même limitées, ce qui pourrait conduire à l'établissement du domicile d'une personne dans un lieu sans qu'elle n'y soit présente. Cela signifie que les liens entre la personne et l'état de son domicile peuvent être fictifs. Pourquoi alors accepter pour le domicile ce que l'on a rejeté pour la nationalité ? La nationalité serait préférable au domicile non seulement parce qu'elle assure la stabilité et la permanence du statut, mais aussi parce qu'elle est facilement déterminable. 75. Tout comme la nationalité, le domicile vacille entre deux fonctions, du fait que l'établissement du domicile se fait par l'association d'éléments objectifs et subjectifs. Selon la réalisation de cette coïncidence, on aboutit soit à la consécration de la fonction proximiste du domicile, soit à la fonction souverainiste de ce dernier. 76. La fonction proximiste du domicile, si elle est retenue, s'explique par l'association d'un élément matériel, localisation de la vie familiale, professionnelle ou sociale, renforcée par un lien intentionnel, la volonté de demeurer en un lieu. Dans ce cas, on voit mal comment le domicile serait un rattachement plus étroit que la nationalité, puisque ses assises proximistes sont les mêmes que pour la nationalité.
Le domicile serait constitué par un lien immatériel. Prenez la substitution de la loi du domicile à celle de la loi nationale, trouverez ces justifications en dehors du principe de proximité étant donné que les deux rattachements sont équivalents sur ce point. D'ailleurs, même le lien matériel réel qui aurait pu être déterminant dans le cadre de cette comparaison, n'est pas fondamental dans tous les cas lors de l'établissement du domicile. Ainsi, il existe des situations où le domicile de l'intéressé ne coïncide pas avec le lieu de sa présence effective. En effet, on distingue les domiciles réels des domiciles légaux qui reposent sur une fiction de la fixation de l'individu en un endroit et dans lesquels l'élément matériel est absent. Comme il s'avère que les domiciles légaux qui correspondent à une conception familiale du domicile existent toujours en droit de la famille, l'efficacité d'un tel rattachement quant à la consécration de la désignation de l'ordre juridique des liens les plus étroits reste relative. Bien que le domaine du domicile légal soit de plus en plus restreint, soit par l'effet du législateur soit par la jurisprudence, l'existence d'un tel domicile dépouille la notion de toute son effectivité. Comme l'a noté Madame RICHEZPONS, le réalisme, l'effectivité des solutions essentielles en droit international privé était difficile à trouver dans le critère du domicile, lequel peut présenter un caractère fictif. Dès lors que l'ineffectivité ne peut coïncider avec la proximité, le caractère abstrait du domicile l'éloigne du rattachement proximiste. En revanche, de par son effectivité, la résidence habituelle incarne mieux le fondement de proximité de la règle de conflit qu'il adopte. Bêta. Les assises proximistes du rattachement à la résidence habituelle. 77. Les partisans du rattachement du statut familial à la loi de la résidence habituelle sont nombreux. Les motivations d'un tel choix sont quant à elles divergentes. La principale raison qui incite à l'adoption d'un tel critère est l'application pure et simple du principe de proximité. Alors que pour certains auteurs, la notion des liens les plus étroits est différente de celle des liens territoriaux les plus étroits, pour une grande partie de la doctrine, il y a coïncidence entre ces deux notions en droit de la famille. Afin d'aboutir à la localisation de la relation familiale à l'ordre juridique le plus étroit, il faut non seulement opter pour un rattachement territorial, mais aussi que ce dernier soit assimilé à la résidence habituelle, le rattachement du statut familial à la résidence habituelle, expression du principe de proximité. 78. La résidence habituelle désignée comme le centre de vie, centre de gravité, ou encore centre des intérêts de la personne, renvoie à la présence réelle de l'individu dans un lieu donné. Elle localise un individu dans l'espace. Elle correspond pour les relations individuelles et familiales, au lieu où se concentrent les différentes attaches de l'individu. Composée essentiellement d'éléments factuels, elle exclut toute fiction ou supposition quant à l'existence de liens entre la relation de droit et l'ordre juridique désigné. C'est parce que la personne est présente effectivement en un lieu, qu'elle a pu nouer des liens avec celui dans lequel elle vit. À l'effectivité de la résidence habituelle, vient s'ajouter la stabilité de ce rattachement qui assure sa permanence. À vrai dire, c'est de l'effectivité et de la permanence que la nature proximiste de la résidence habituelle se déduit. La notion de résidence habituelle est en effet composée de deux éléments, résidence et habituelle. Si l'effectivité est consacrée par la résidence, l'apostrophe-habitude consacre quant à elle la permanence de la notion. L'effectivité de la résidence habituelle. 79. Les règles de conflit d'origine conventionnelle ont été la terre d'élection du rattachement des relations familiales à la résidence habituelle. Aujourd'hui, cette notion se voit accorder dans les systèmes de droit international privé une place de plus en plus importante. La popularité de la résidence ne lui a été d'aucun effet quant à l'établissement de sa définition. Il se peut même que ce soit l'inverse qui s'est produit. Comme cette notion est indéfinissable, elle est apparue plus efficace. Son caractère essentiellement factuel s'oppose à ce qu'une définition abstraite et générale lui soit préétablie, et que des problèmes de conflit de qualification lui soient rattachés. 80. Contrairement à ses principaux concurrents, la nationalité et le domicile, qui reposent sur des attaches juridiques entre l'individu et l'ordre juridique,
La résidence habituelle assure quant à elle un lien réel. Cette dernière n'est en principe établie que si l'on constate la présence physique de l'individu dans un État. Il est primordial que l'intéressé habite réellement dans le pays de sa résidence. L'intention de résider n'intervient que de manière résiduelle et ce, afin d'éclairer le juge lorsque des doutes subsistent quant à l'existence ou non d'une résidence. Quoique l'importance des éléments factuels composant la résidence puisse varier d'un rapport de droit à un autre, et d'un objectif à un autre, ces éléments restent toujours identifiables à partir d'éléments matériels concrets. Il n'existe pas de résidence fictive assimilée au domicile légal ou de dépendance. De même, la résidence habituelle ne peut en aucun cas résulter d'une présomption d'une présence en un endroit. Il ne suffit pas d'une volonté de s'établir en un pays pour que la résidence en ce lieu soit acquise. La vérification de l'effectivité de la présence est incontestable pour la résidence. Si l'habitation en ce lieu est primordiale, elle est parfois insuffisante. D'autres composants peuvent renforcer ce caractère concret de la résidence, tels que le lieu de l'activité professionnelle pour les adultes ou le lieu de la scolarisation des mineurs, etc. Selon la nature du rapport de droit ou les destinataires du rapport, les éléments constitutifs de la résidence changent. En effet, cette dernière, comme le domicile, a un caractère fonctionnel qui lui permet de muer selon les besoins. C'est de là qu'elle tire son effectivité. Elle n'est pas dépendante des éléments préétablis, qui peuvent l'éloigner de la réalité. 81. La variabilité de la définition de la résidence habituelle a suscité de vives critiques doctrinales quant à son adoption en tant que critère de rattachement en matière de statut personnel. En effet, la fonctionnalité engendre une incertitude et une imprévisibilité des solutions. À la fonctionnalité s'ajoute la non-définition de la notion, qui laisse au juge une marge d'appréciation de ses contours. La notion est donc aisément malléable par les juges et contournable par les parties. Comme la résidence relève de l'évaluation des faits, cela implique d'une part que les juges du fond disposent d'un grand office puisque le contrôle de la Cour de cassation est exceptionnel, et d'autre part que son évaluation dépend des éléments que le plaideur rapportera au tribunal. D'où le danger de l'élément factuel de cette notion, puisqu'il devient un rattachement au service des fraudeurs. 82. Pourtant, il ne faut pas exagérer les craintes des conséquences de l'adoption d'un tel rattachement. Certes, la résidence repose essentiellement sur des éléments factuels, mais dont les contours sont indirectement tracés selon les exigences de chaque rapport de droit. Les juges du fond ne bénéficient pas d'une liberté totale quant à l'évaluation de ces éléments constitutifs. Leur marge d'appréciation est encadrée par les besoins de la relation de droit. Pour ce qui est des risques de fraude, contrairement à ce qu'il pourrait se révéler, le caractère factuel de la résidence serait une panacée pour la fraude, sans même avoir à la prouver. Dans ce cas, il suffit pour le juge de constater l'ineffectivité des faits, sans même invoquer la fraude pour neutraliser l'intention trompeuse en n'établissant pas la résidence. 83. À l'effectivité de la résidence vient s'ajouter la permanence de ce rattachement, qui tout en renforçant l'effectivité du critère, explique sa classification dans les rattachements exprimant la proximité. La permanence de la résidence habituelle. 84. La résidence habituelle ne s'établit pas du simple constat que la personne est présente en un lieu. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, la résidence habituelle assure une certaine permanence. Il est évident qu'il est plus facile de changer de résidence que de nationalité, mais cela ne signifie pas pour autant que la résidence habituelle est dépourvue de toute continuité. La permanence de la résidence diffère de celle de la nationalité. Elle est pour la nationalité généralement constante, alors qu'elle est pour la résidence habituelle ponctuelle. Il n'est d'aucun doute qu'elle soit présente dans l'un et l'autre des rattachements. 85. Concernant la résidence habituelle, le terme résidence lui-même commande la présence plus ou moins prolongée dans le temps. Alors que dire d'une résidence habituelle ? L'adjectif habituel, rajouté à la notion de résidence, lui confère plus de précision lorsque la personne est présente dans différents endroits. Il lui confère aussi plus de stabilité et par conséquent, un minimum de permanence. Ainsi, est exclue de la notion toute résidence fortuite passagère.
Sont aussi écartées toute manœuvre frauduleuse due au changement irréel de la résidence. De la sorte, la présence en un état doit être renforcée par un facteur temporel. À l'élément qualitatif de la résidence habituelle s'ajoute un élément quantitatif, la permanence. La présence permanente ne signifie cependant pas qu'elle doit être ininterrompue. Selon les situations, la non-continuité peut influer sur l'acquisition de la résidence. Comme pour l'évaluation de l'importance des éléments factuels, l'évaluation de l'élément temporel revêt un caractère fonctionnel. La résidence habituelle peut être établie selon les cas, après la constatation d'une durée de présence plus ou moins longue. C'est là que la part de fiction est susceptible d'intervenir, pour la détermination de la résidence habituelle. En effet, si une présence durant un certain temps est exigée pour la résidence habituelle, le facteur temps peut être réel ou supposé. L'élément temporel est établi de deux façons. Il est soit constaté par la durée de présence dans le pays, soit présumé pour l'avenir. Dans les deux cas, la résidence habituelle est subordonnée à une durée de présence passée ou future. 86. L'établissement de la résidence habituelle, suite à une durée de présence passée en un pays, est le cas le plus classique de l'établissement de la résidence habituelle. Il suffit de constater qu'une personne se tient corporellement et le plus généralement, ou séjourne le plus fréquemment en un endroit, pour constater qu'elle y réside. Dans pareille situation, la durée de l'établissement peut varier d'un cas à un autre. Plus le temps passé en un endroit est long, moins il est nécessaire de recourir à d'autres éléments pour s'assurer de l'existence d'une résidence. À l'inverse, lorsque la présence de l'individu a été faite depuis un bref délai, il est normal de s'assurer qu'il y a réellement une résidence, ou plus précisément un changement de résidence, qui ne peut se constater qu'en faisant appel à d'autres éléments. La présomption de l'établissement durable dans un pays se constate d'une présence brève dans un État. Madame Richzpons a relevé des cas où les tribunaux, ainsi qu'une partie de la doctrine, ont conclu à une possible acquisition d'une résidence habituelle des parties alors que la durée de la présence dans le pays de la nouvelle résidence est considérablement brève, ne dépassant pas dans certains cas une journée. Dans ces rares situations, il ressort des différentes circonstances que la présence durable sera future. Il est donc admis que lorsque le temps passé dans un pays est insuffisant pour établir l'existence d'une résidence habituelle en ce lieu, il est fait appel à une présomption de l'écoulement futur du temps nécessaire pour la constitution de la résidence. Le facteur temps, qui reste toujours indispensable, n'est plus décompté du passé de l'intéressé mais présumé de son comportement. Il est nécessaire dans ce cas de recourir à un élément subjectif tel que l'intention de l'intéressé de résider en ce lieu, et par conséquent, la volonté de conférer à la résidence habituelle un caractère stable pour une certaine période. Néanmoins, cet élément doit être renforcé par des éléments objectifs. L'intention à elle seule est insuffisante pour établir la résidence habituelle. Elle permet certes de trancher quand des doutes persistent après l'évaluation des faits, mais ne peut suppléer ces derniers. 87. Après avoir relevé que le facteur temps est indispensable à l'établissement de la résidence habituelle, il convient de démontrer comment ce dernier peut servir la fonction proximiste de ce rattachement. 88. Le lien temporel entre le résident et le pays d'accueil n'est pas en lui-même l'expression de la proximité du rattachement à la résidence habituelle. Ce sont plutôt les conséquences du temps passé en un endroit qui justifient un tel fondement. Il est clair que plus la personne passe du temps en un endroit, plus elle y noue des liens. C'est ainsi que la notion d'intégration, quoique non indispensable pour la résidence habituelle, devient indirectement un élément important. Elle consacre le lien qualitatif créé par le lien quantitatif. 89. L'intégration dans ce milieu est le résultat de l'établissement durable et effectif. La personne qui a établi son centre de vie et ses attaches familiales dans un pays donné adopte par habitude les lois de la communauté dans laquelle elle vit. L'intégration dans le milieu de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.